Bonsoir Benedetta. Bonsoir Je Amadou. suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Et moi et tous ceux qui vous suivent aimeraient savoir qui est Benedetta. C'est une question très difficile, même surtout pour moi. Mais actuellement, j'enseigne histoire à UCL, le département d'histoire de University College London, et je coordonne un projet ERC Advanced financé par l'Union européenne sur l'abolitionnisme africain. Je suis arrivée à ce sujet après avoir travaillé longtemps sur l'esclavage en Afrique et pour à peu près 20 ans sur l'esclavage en Afrique, tout en commençant avec l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Ouest, l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest, donc la zone au nord du califat de Sokoto actuel, par exemple. La zone de l'Ader dans le sud du pays qui aujourd'hui est le Niger. J'ai passé longtemps sur le terrain en faisant des recherches dans l'Ader, dans un contexte haussaphone et tamashekophone. Donc il y avait à la fois des groupes qui parlaient Hausa et des groupes qui parlaient Touareg, qui parlaient tamashek. Et en recherchant l'histoire de cette région, en commençant avec mon doctorat de recherche, j'ai rencontré l'esclavage. Et je ne le cherchais pas, je n'avais aucun intérêt aux questions spécifiquement axées sur l'esclavage. C'est plutôt l'esclavage qui a trouvé moi sur le terrain. Et plus je connaissais la société et l'histoire de cette région, plus je me rendais compte que cette institution était présente à la fois dans les institutions, dans la société au sens large du terme, dans les structures familiales, elle était dans le système politique, dans les hiérarchies sociales, et donc il était très difficile d'écrire une histoire de cette région sans comprendre des relations hiérarchiques dans lesquels l'esclavage avait joué un rôle très important. Donc c'est comme ça qu'après mes recherches de doctorat, j'ai commencé à travailler sur l'esclavage dans l'histoire ouest-africaine pour commencer. Et c'est un thème qui avait déjà une certaine histoire dans l'historiographie, mais pas une histoire très longue. Il y avait une ou deux générations d'historiens qui avaient travaillé sur ce thème. Donc, moi, de formation, je suis anthropologue, mais mon travail, presque depuis toujours, a toujours été très historique. Et le thème de l'esclavage m'a poussé encore plus vers l'histoire, parce que l'esclavage était quand même une institution qui venait du passé. Et donc, pour comprendre les relations liées à ce passé, il fallait quand même essayer de comprendre des institutions qui avaient existé dans le passé et faire un travail historique. Mais le fait que j'étais anthropologue a fait que j'ai travaillé sur le terrain, j'ai passé longtemps dans la région que j'étudiais, et aussi ma démarche méthodologique est ce que j'appelle un historical perspectivalism, perspectivalisme historique. Et ce qui m'a toujours intéressé, c'est de voir comment différents groupes perçoivent les institutions, les processus dans lesquels ils vivent, auxquels ils sont confrontés et qu'ils transforment à travers leurs actes, leurs relations, leurs interactions avec les autres. Mais c'est ce fait de faire une histoire du point de vue des acteurs historiques qui peut-être définit qui est Benedetta professionnellement. Merci. Deuxième question. Est-ce simplement un intérêt académique, intellectuel, ou alors il y a une dimension humaine dans cette étude de l'esclavage? Nous sommes des êtres humains et il y a toujours une dimension humaine. Mais à l'origine, c'est un intérêt
intellectuel, même vraiment à l'origine, mon engagement avec l'Afrique, même avant de poser la question de l'esclavage, était un intérêt intellectuel, une curiosité intellectuelle. Puis, nous sommes justement des êtres humains, donc on connaît des personnes en forme de relation et mes recherches dans la région de l'Ader m'avaient fait connaître ce phénomène à travers vraiment une immersion dans une société où il y avait des couches fortement défavorisées. Et elles étaient défavorisées parce qu'elles continuaient à être exploitées, stigmatisées du fait qu'elles ressortaient de ce passé d'esclavage. Et cette souffrance était profonde. Et l'oppression qui continuait à s'opérer sur certaines couches sociales que j'ai eu le privilège ou la chance d'apprendre, de connaître pendant mes recherches, a fait qu'on se pose la question, est-ce qu'on peut ignorer ça? Et je n'ai jamais voulu, en effet, même dans mes écrits, dans mon premier livre, moi je suis très sceptique sur toute forme d'interventionnisme et de sauveurisme. Et j'ai toujours critiqué les sauveurs, les gens qui prennent un regard de sauveur vers les populations. Et donc, je ne voulais pas me voir comme quelqu'un qui devait intervenir pour sauver des personnes, que ce soit des esclaves, des descendants d'esclaves. C'est un rôle qui ne me plaît pas, parce que ce regard sauveuriste est toujours un regard finalement d'ingérence, de supériorité. Et donc, je n'avais aucune intention de faire de faire quelque chose, soit de l'humanitaire, ce n'était pas mon approche. Mais il y a eu deux moments où des collègues, des amis, des personnes que je connaissais m'ont demandé d'intervenir, d'apporter ce que mes compétences méthodologiques, professionnelles et peut-être humaines pouvaient me faire apporter à leur lutte, qui était une lutte plutôt politique. Et là, je me suis posé la question, est-ce qu'un historien peut intervenir de façon politique? Où est la limite? C'est une réflexion très longue, on ne peut pas y rentrer. Je pense qu'il faut essayer de séparer son approche quand on fait de l'histoire et il faut être conscient de quand ce qu'on fait est vraiment une intervention politique. D'un côté, on ne peut pas tout à fait séparer les deux parce que toute production de connaissances et du savoir est aussi politique. Mais de l'autre côté, c'était plutôt une intervention politique au sens strict du terme, qu'on me demandait de participer, de soutenir les personnes qui étaient engagées contre l'esclavage à travers les formes de connaissances historiques et mes compétences, mes connaissances et une formation que je pouvais donner. Et là, j'ai accepté de collaborer et d'apporter ce que je pouvais. Et là, les émotions, l'humanité, l'amitié, l'empathie envers des personnes qui souffrent étaient sûrement déterminantes dans la décision. Le fait d'avoir été spectatrice, de connaître cette réalité et de ne faire rien est devenu impossible quand on m'a demandé de faire quelque chose. Vos connaissances, vos compétences, vous les avez mises également au service du projet SLAFNet. Alors, quel a été votre apport et qu'est-ce que le projet vous a apporté? C'est très facile de répondre à la deuxième question. J'ai beaucoup bénéficié de ce projet SLAFNet. Par exemple, beaucoup de relations que nous continuons à avoir ici ont commencé avec les premières actions du projet SLAFNet, même avant la première application qui a résulté, application pour le financement qui a
donné lieu au projet SLAFNet. Il y a beaucoup de mes plus chers collègues, de mes collaborateurs les plus valides que j'ai rencontrés à travers SLAFNet. C'était comme une première étape. Et la conférence SLAFCO 1, comme on a l'habitude de l'appeler, qui a eu lieu à Nairobi, a été pour nous, pour beaucoup de nous, je pense, un moment un peu fondateur de nos relations et de notre collaboration. On s'est connus, on a discuté ensemble. Et il y avait aussi des activistes, donc des humanitaires africaines qui étaient actives dans la lutte contre l'esclavage. Je les ai parfois rencontrés donc, à Nairobi la première fois. C'était grâce à SLAFNet qu'on a eu ce premier rencontre, qu'on a commencé à travailler ensemble. Et mes questions de recherche, mes démarches aussi, ont été beaucoup influencées par la relation de dialogue continu avec des collègues surtout africaines, mais aussi européennes, aussi internationaux, qui travaillent ensemble depuis maintenant presque 10 ans, sinon plus. C'est un réseau qui s'est formé. Et ce réseau avance et produit des contributions au savoir sur l'esclavage, sur l'abolition, sur l'émancipation, qui se fait dialogiquement. C'est vraiment un espace que SLAFNet a créé où ce dialogue a commencé à avoir lieu. Et ça continue avec d'autres projets, mais SLAFNet a un peu bâti, a créé les bases, a posé les bases pour ça. Il y avait aussi les mobilités. On avait chacun un certain nombre de mobilités qui étaient de périodes assez longues que nous avions l'opportunité de passer dans des institutions en Afrique pour les chercheurs européens et en Europe pour les chercheurs africains. Et ces périodes d'un mois, à la fois, étaient des périodes assez longues pour vraiment créer des synergies et des collaborations solides de recherche, penser ensemble. Et aujourd'hui, ces périodes ont été des moments clés dans des collaborations qui survivent toujours et qui ont comme résultat des publications collectives et oui, des recherches faites aussi en collaboration. Je sais que volontairement, vous n'avez pas dit votre apport, mais tout le monde sait tout ce que vous avez déployé comme énergie dans les formations, dans l'accueil des chercheurs en mobilité, que ce soit à Birmingham ou bien à Londres et partout ailleurs. Donc, votre apport, il a été essentiel parce qu'il a permis de les accueillir déjà et de les former sur le plan méthodologique, sur le plan de la recherche, ensuite les introduire dans les différentes sources, les différents fonds. Donc, il y a cet aspect-là. Donc, au-delà de tout ce que vous avez fait, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous attendez ou bien que vous espérez ou que vous proposez en termes de perspective par rapport à la fin du projet SLAFNet? Qu'est-ce qu'on peut faire après? Comment maintenir ces réseaux-là? Nous sommes déjà en train de faire ce qui suivent SLAFNet. On est déjà 2-3 étapes après SLAFNet, même si SLAFNet est encore avec nous. Le fait que nous sommes un réseau large de spécialistes, de chercheurs, d'activistes, fait qu'il y a comme des sous-projets qui sortent de SLAFNet. Et ça a commencé pendant la période de SLAFNet. Et ça continue encore. Alors, par exemple, il y a eu le projet Leslan que j'ai coordonné, qui était une collaboration étroite avec Timidria, une ONG nigérienne qui lutte contre l'esclavage au Niger. Et ça a généré toute une série de outputs, donc des résultats à la fois scientifiques, politiques, documentaires, et humaine, de collaboration entre des jeunes, des personnes plus avancées dans leur carrière. Il y a eu le projet AFRAB. D'une certaine façon, ça a aussi une ramification, pas complètement, parce qu'il y avait aussi d'autres choses qui avaient lieu,
mais les questions qu'on pose dans ce projet sur l'abolitionnisme africain étaient des questions qui n'étaient pas tout à fait déjà couvertes dans SLAFNet, mais c'est une étape. Donc, si j'ai pu contribuer, comme vous le disiez, à des formations, à des moments, c'est vrai aussi que le dialogue enrichit toujours toutes les parties qui prennent part au dialogue. Et c'est toujours dans ce sens d'un dialogue où on fait vraiment attention au regard de l'autre, à ce que l'autre peut apprendre, que j'ai énormément appris, et qu'il y a des étapes qui ont lieu grâce au dialogue. Et donc le futur de SLAFNet est déjà là. La question est quelles seront les prochaines étapes dans 3-5 ans. En ce moment, personnellement, comme coordinatrice du projet AFRAB, qui est en partie basé sur SLAFNet, je suis très focalisée avec un réseau de chercheurs africains, de collaborateurs et de collègues africains dans 7 ou 8 pays d'Afrique, dont le tien. Donc le CERPETA, le centre que tu diriges au Cameroun, est un des collaborateurs. Nous sommes en train de faire cette recherche sur l'abolitionnisme africain et les approches africaines envers l'abolition de l'esclavage. C'est une recherche historique qui approche des questions qui avaient été très très peu considérées avant. Et là, je ne sais pas exactement qu'est-ce que viendra après AFRAB, mais nous sommes vraiment là en train de penser ensemble, rechercher ensemble et voir ce que ça va donner. Merci beaucoup, professeur Benedetta Rossi. Merci pour cette modestie, mais également cette passion pour la recherche, pour la formation, pour le partage et tout simplement pour cette dimension humaine que vous mettez en avant, parce que ça ressort dans tous vos propos, dans tout ce que vous dites. Et merci beaucoup. Merci pour ces belles paroles et bonne suite également pour le reste. Merci beaucoup. Merci à vous, professeur Amadou Serrou, mentor et ami. Mentor and friend, pour cette collaboration qui est absolument essentielle. Merci à SLAFNet, parce que sans ce cadre institutionnel, ça serait très difficile de pouvoir faire ces travaux. Et je dois dire que SLAFNet, AFRAB et plusieurs projets qui sont ici, qui sortent aussi, ou qui proviennent un peu de SLAFNet, comme ACA, de Felicitas, de notre collègue Felicitas, ou d'autres projets, ont tous été financés par le ERC, donc le European Research Council, et le Conseil de la recherche européen, en français, je pense. Et un merci à tous nos collègues, un merci aussi à cette institution qui a financé beaucoup de nos travaux et qui nous a permis d'avancer ensemble. Merci beaucoup.